Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, je suis Lord Ursidé et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi le podcast. Aujourd'hui, je vous invite à l'autre bout du monde. En effet, on va parler de la Nouvelle-Zélande. Pour ce faire, on va interroger Victoria qui va nous parler de ces îles. Mais juste avant de l'accueillir, jingle. Salut Victoria, comment vas-tu ? Ouais, salut, ça va. Et toi? Ouais, ça va, merci. Bah, ça c'est mon premier podcast, donc vous avez le privilège. Ah, Merci. on est super content de t'accueillir en tout cas. Alors, on va tout de suite commencer avec la première question. Déjà, avant tout, on va remettre un petit peu les bases pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas en géographie. Est-ce que tu peux nous dire où se situe la Nouvelle-Zélande et combien de décalage horaire y a-t-il avec nous ? Oui, donc c'est un pays de 2 îles et il se situe dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, juste à côté de l'Australie, à l'est d'Australie et un peu au sud aussi. Et en ce moment, pour le décalage horaire, je pense que c'est 12 heures. Donc quand j'ai appelé ma famille ce matin à 8h, 8h30, le matin pour eux c'était le soir. Mais on était ici avec les changements d'heure. Le décalage, ils sont à 10 heures d'avance de nous. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça fait quand même un gros décalage horaire et du coup, ils sont bien en avance sur nous. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. Alors, à quoi ressemble la Nouvelle-Zélande globalement ? Comme j'ai dit, il y a 2 îles principales, le nord, l'île nord et l'île sud. Les noms ne sont pas très originaux. Et donc, c'est un pays très long, donc le climat, la météo, ça peut varier énormément du nord au sud. Donc moi, je viens du nord, donc c'est très vert. Je dirais un peu comme le Pays Basque, il y a des montagnes, la mer. Il y a la mer autour, mais c'est très vert, c'est pluvieux, c'est pour ça. Et puis dans le sud, le climat est un peu plus comme ici, un peu plus sec en été, quand même humide en hiver. Et D'accord. ça peut être plus chaud, mais en même temps plus froid en hiver. Ah oui, ok, d'accord. Du coup, tu parlais de ces 2 îles. Est-ce qu'il y a d'autres petites îles aussi autour ou est-ce que vraiment c'est vraiment que ces 2 îles-là ? Il y a une autre île, vraiment au sud d'île sud, qui s'appelle Stewart Island. Et ça, c'est très, très, très petit. Il y a un seul village. C'est possible de faire de la randonnée là-bas, par exemple. C'est très, très sauvage. Et sinon, il y a plein de petites îles autour parce que le pays est entouré par l'océan. Mais il n'y a pas d'autres îles peuplées, sauf les îles Chatham, qui sont un peu plus loin, qui sont parties d'un petit territoire. Et aussi, Nouvelle-Zélande a ses territoires. Mais sinon, il n'y a pas d'autres îles principalement peuplées. D'accord, ok. Alors, du coup, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux développer un peu le climat qu'il fait en Nouvelle-Zélande ? Oui. Ici à Bordeaux, on me dit tout le temps que c'est hyper humide. Non, en fait, par rapport à Nouvelle-Zélande, surtout par rapport à mon île, l'île Nord, qui est entourée, comme j'ai dit, par l'océan, ça a un impact énorme sur le climat. Donc c'est jamais trop chaud, jamais trop froid. Les nuits, par exemple, chez nous, avec moins de 0, même en hiver, c'est assez rare. Et pareil, en été, il peut avoir 30 degrés, mais il n'y a jamais, tu vois, des canicules à 40, des trucs comme ça ici. D'accord. Ah oui, ok, donc finalement, c'est assez équilibré au final. C'est assez doux, ouais. Mais la météo, ça change, ça peut varier énormément dans une seule journée, même plus qu'à Bordeaux. Je trouve qu'ici, c'est assez stable par rapport à Nouvelle-Zélande. Je sais, par exemple, si je dois sortir avec un parapluie ou pas. Par contre, là-bas, je sors avec parce que... Ouais, ça peut changer, quoi. D'accord. Ok, intéressant. Et du coup, le climat, il est le même sur les 2 îles ? Ou est-ce que l'île sud est un peu différente là-dessus ? L'île sud me rappelle plus d'ici, de Bordeaux. Parce qu'en été, ça peut être plus chaud. Mais en hiver, plus froid aussi. Ça peut neiger. Il y a des montagnes aussi. On a des Alpes du sud. C'est comme ça qu'on les appelle. Et ouais, donc ça peut être très froid. Et en été, je sais pas s'ils ont vraiment atteint 40 degrés. Ça peut arriver, mais c'est très très rare, je dirais. Mais c'est plus comme ici, je dirais. Ok, d'accord. Ah ouais, chouette. Ok, donc au final, ça dépayse pas trop, c'est chouette. À part ça, quelle différence majeure tu ferais, toi, qui as l'expérience de vivre un petit peu en France, et l'expérience aussi d'avoir vécu en Nouvelle-Zélande, quelle différence majeure tu ferais entre les 2 pays, quel que soit le domaine ? Ça peut être peut-être le mode de vie, ou peut-être les habitudes, ou autre.
C'est difficile parce que pour moi, c'est vraiment juste plein de petites différences. En fait, France et Nouvelle-Zélande, c'est pas comme ces deux pays complètement différents. Mais je dirais la langue, bien sûr, mais aussi en France d'être en Europe, donc d'avoir d'autres pays autour, d'avoir plusieurs cultures européennes. Ici en France avec les langues, les cultures régionales, mais aussi d'être juste à côté de l'Allemagne, l'Espagne, et d'avoir tout ça à côté. Et donc moi j'ai remarqué qu'il y a vraiment un style de vie européen, même si ça varie beaucoup entre les pays, entre les régions, mais juste comment sont les villes, les villages, avec église, épicerie, l'école locale, ou juste plein de petits villages partout. C'est incroyable. Même quand tu vas à la montagne, tu fais la rando, il y a toujours un village, genre beige, il y a quelque chose, petit bar, je sais pas. On peut y aller en train. Donc peut-être c'est aussi les transports. C'est en fait le réseau. Parce que Nouvelle-Zélande, on a, je pense, un peu plus ou la même surface que le Royaume-Uni. Mais on n'est que 5 millions. Donc nos vies sont grandes, on a toutes ces technologies. Par exemple, dans ma vie quotidienne, il n'y a pas grand-chose de différent. Mais c'était les transports, c'était d'être si proche d'autres villes, d'autres pays européens. Donc pour moi, c'est la plus grande différence. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est compréhensible. C'est vrai que du coup, j'imagine que rien que le fait de vivre sur une île, on peut peut-être avoir une certaine tranquillité, peut-être, j'imagine. Oui. Mais c'est vrai que à côté, vivre peut-être plus sur un continent, on a plus de facilité à accéder à d'autres pays ou à d'autres territoires. Et du coup, ça peut être aussi très intéressant pour la découverte et pour aussi l'ouverture d'esprit, etc. Et la découverte d'autres cultures aussi, qui doit être très intéressant aussi à expérimenter, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais en même temps, peut-être que c'est juste à Bordeaux et pas, par exemple, à Paris. Mais ça me manque aussi de la diversité qu'on a en Nouvelle-Zélande. Parce que moi, je viens de la plus grande ville, d'Auckland. Donc 1,5 million d'habitants, je crois, je sais pas, à vérifier. Et donc dans mon quartier, on avait vraiment de tout. On avait beaucoup plus des gens polynésiens, asiatiques. Donc ça me manque un plus parce que c'est pas la même proportion, au moins, à Bordeaux. D'accord. Donc, oui, on a du contact avec d'autres personnes, c'est très bien. Mais ça, c'est aussi différent. Il y a juste des références différentes. Oui, j'imagine. Et tu as parlé de la tranquillité un peu. C'est vrai, c'est très tranquille. Tu peux aller dans un coin, il n'y a personne avec toi. C'est trop cool. Ouais. Mais aussi, ça rend plus difficile de juste partir en randonnée toute seule. Ouais. C'est plus compliqué. Par contre, ici, j'en profite. Et là, il faut faire tout en voiture. Il faut avoir une voiture. C'est vraiment impossible de vivre sans. Mais ici, tranquille. J'ai pas de voiture. C'est plus pratique, je trouve. Oui, j'imagine. Ouais, j'imagine que de toute façon, les deux doivent avoir aussi leurs avantages et peut-être leurs inconvénients aussi. Mais du coup, ça permet de découvrir aussi deux modes de vie bien différents. C'est chouette. Oui, bien sûr. Alors justement, tu parlais de l'aspect culturel qu'il pouvait y avoir en Europe, avec justement ce côté où on pouvait avoir accès à plein de cultures de façon assez facile finalement. Quel patrimoine culturel est-ce qu'il y a en Nouvelle-Zélande ? Bien, en Nouvelle-Zélande, le peuple original, indigène, c'est les Maoris. Et ils sont descendus des vagues de migration dans le Pacifique, des Polynésiens. Donc c'est un peuple polynésien. C'est des cousins des Tahitiens, par exemple, des îles Cook aussi. Mais il y a aussi des gens des îles Samoa, Tonga, Fidji. Et de Fidji, c'est très Fidji indien, mais aussi Fidji indigène. Donc, diversité, c'est très marqué dans ma ville, surtout, à Auckland. Mais partout dans le pays, oui, la culture maori, la langue maori, il y a des initiatives de gouvernement, par exemple, pour soutenir la langue. Parce que, malheureusement, un peu comme les langues régionales en France, il y avait des problèmes, il y avait la suppression linguistique, la discrimination, malheureusement. Donc maintenant, il y a un peu plus d'efforts pour prendre soin de tout ça, pour faire un peu plus de l'éducation dans la langue, par exemple. Et c'est aussi une partie de notre culture, je pense que... moi, je suis pas maori, faut dire ça. Mais je trouve que ça fait une partie de la culture que Nouvelle-Zélande, qu'elle exporte un peu aussi. Au monde, j'ai des gens ici qui... Ah ouais, les All Blacks, le haka... Donc c'est le point de référence avec Nouvelle-Zélande aussi. Donc c'est notre spécialité dans le monde. D'accord, ouais, je vois. Ouais, c'est passionnant. Salut à tous, c'est Laure Dursidé. J'espère que cet épisode vous plaît. Ah, on y parle voyage, ça donne envie, n'est-ce pas ?
Si c'est un thème qui vous passionne, n'hésitez pas à aller jeter une oreille à l'épisode 5 de cette émission. On y parle avec Mathilde de sa première expérience de voyage en solo, et vous allez voir, c'est passionnant tout ce qu'elle a à nous raconter. Sur ce, je vous laisse avec la suite de cet épisode. Bonne écoute! Du coup, tu parlais de la langue maori. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de cette culture-là qui sont ressortis plus, je sais pas, peut-être une architecture particulière par exemple, ou même une histoire propre à l'île, ou enfin propre au pays, qui est du coup influencée par cette culture maori? Côté architecture, il n'y a pas beaucoup, je dirais. Il y a les marae, qui sont leurs maisons traditionnelles. Donc chaque village ou chaque tribu aurait sa maison, en fait, sa salle de réunion, c'est ça. Une salle municipale? Exactement, D'accord. ça, pour leur tribu ou leur culture. Et là, ils font... je connais pas le mot en français pour ça, mais en anglais, on dit carving. Voilà, et c'est des motifs très, très uniques, très intéressants, très complexes, ça peut être. Et ça se voit aussi dans les tatouages. Donc c'est une culture très visuelle aussi. D'accord. Donc pas forcément dans l'architecture, Ouais. parce que avant l'arrivée des Européens, et même maintenant en Nouvelle-Zélande, on n'a pas ce même patrimoine culturel dans le bâtiment. Oui, j'imagine. Il n'y avait pas grand-chose en pierre, par exemple, D'accord. en Nouvelle-Zélande. Et même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup des styles différents. Des maisons, des villes, D'accord. je dirais non. Et est-ce qu'il y a, pareil, d'autres peut-être aspects de la culture qui se sont transmis, je sais pas, des danses ou des trucs comme ça, peut-être aussi un côté culinaire qui a été transmis aussi peut-être de par le peuple maori? Bon, je dirais, oui, la danse, c'est très important. Et la danse, c'est par la danse où la langue aussi est transmise aussi. Ouais. Et en fait, ce mot haka qu'on a, haka, ça veut juste dire danse ou danser en maori. Donc, il y a des danses pour des buts différentes. Par exemple, on peut faire un haka, pas juste pour, mettre le challenge avant un match de rugby. C'est pas juste un truc des guerriers. On peut faire des hakas, par exemple, pour accueillir des gens, pour le souhaiter aussi bon courage, bonne continuation. Ça peut se faire au mariage, ça peut se faire aux enterrements. D'accord. Donc, en fait, haka, ça veut juste dire danser. Ouais. Et des fois, c'est pour vraiment, avec leur mythologie, leur religion, donc ça peut invoquer leur dieu. Mais aussi, ça veut juste dire danser, et tu peux créer un haka pour n'importe quelle occasion. Ah oui, d'accord. Et je pense que ça, c'est un fait qui est assez méconnu en Nouvelle-Zélande, où, on peut dire, le public général pense juste au côté un peu spirituel ou mythologique de leur culture, et pas le côté quotidien. Ouais. Donc, c'est cool de voir ce côté quotidien d'être plus en plus fort en Nouvelle-Zélande, parce que ça a été supprimé un peu dans l'histoire. D'accord. Ok. Ah c'est chouette ça permet vraiment de découvrir aussi des choses qu'on ici on n'a pas cette connaissance de toute cette culture, donc c'est fascinant d'entendre parler de ça et de pouvoir s'imaginer aussi tous les contextes dans lesquels on peut pratiquer notamment le haka dont tu nous parlais, donc c'est chouette. Oui, c'est très cool et ça me manque aussi, je dirais. Ah oui. Ouais. Et ici du coup tu as eu l'occasion de retrouver un peu peut-être des bribes un peu de cette culture, où vraiment tu dirais qu'en Europe cette culture est vraiment très méconnue? Je dirais que c'est... aussi on est dans le sud-ouest, donc sud-ouest de France, je trouve que les gens, en général, ils connaissent des choses sur Nouvelle-Zélande, ils ont un cousin qui est allé en vacances travail, par exemple. Donc, pour un petit pays, on fait le marketing. Donc, il y a des gens ici qui connaissent le rugby, bien sûr, mais aussi le Seigneur des Anneaux, ou qui ont pu visiter. Donc, Nouvelle-Zélande, en soi, c'est pas méconnu, mais je sais pas si c'est bien à dire, mais il y a ce côté aussi de l'exoticisme. Par exemple, je vois beaucoup de tatouages dans un style maori polynésien, et donc pour les Maoris, ça pourrait être, ça dépend des personnes, ça peut être une chose vraiment sacrée, ou c'est un truc que tu reçois dans un moment important dans ta vie, où il y a des gens ici qui m'avaient simulé un haka, et c'était un peu... Moi, je ferais jamais ça en Nouvelle-Zélande parce que c'est hyper respectueux. Mais il y a ce côté, Nouvelle-Zélande, c'est exotique, mais c'est cool, c'est permis. Tu vois, il n'y a pas de discrimination contre. Moi, en tout cas, en tant que néo-zélandaise, j'ai jamais reçu de remarques
Et je trouve ça un peu triste que quelqu'un, tu vois, par exemple, aller se tatouer en motif maori ou s'intéresse autant en Nouvelle-Zélande. Et sinon, ici, il y a plein de cultures locales à comprendre. Bien sûr. Avant, quoi. Ou pas avant, mais ouais, c'est ce côté exoticisme Oui. de Nouvelle-Zélande que j'aime pas trop, je dirais. Ok. Ouais. Donc, mais quand même, ça me touche quand les gens connaissent un peu. Et, Oui, c'est sûr. Ouais, donc c'est moitié-moitié, je Oui. dirais. Ouais. Ouais, je comprends. De toute façon, c'est toujours agréable de voir que l'endroit d'où on vient est connu et peut-être reconnu même dans ce qu'il a apporté. Mais c'est sûr qu'après, voilà, faut faire attention aussi au message qui peut être transmis. Donc, ouais, je comprends, ouais. Alors, quelles sont les choses que tu dirais qui sont vraiment à voir ou à faire en Nouvelle-Zélande? Bon, quand j'avais dit tout à l'heure, le pays est entre les grandes villes et quelques petites. Le pays est vide. Ça veut pas dire qu'il y a vide de rien. En fait, c'est les paysages qui sont magnifiques et le fait que tu peux visiter sans avoir du monde autour. Bon, maintenant, c'est l'été là-bas. Il y a Noël qui arrive, donc il y a des grandes vacances de Noël, mais aussi d'été. Donc oui, il y aura un peu plus de monde à la plage. Les plages sont magnifiques, les montagnes aussi. On a l'île Nord, il y a beaucoup d'activités volcaniques, géothermiques. Donc il y a des thermes incroyables. Donc je dirais ça, aller à l'île Nord et voir les thermes autour de Rotorua par exemple, ou Lake Taupo, le lac, pardon. Donc le Nord, c'est vraiment le côté vert, un peu magique. D'accord. Je sais pas. Ouais. Et puis l'île Sud, ouais, c'est les paysages vastes, vides et un peu plus montagneux aussi. Donc ça pourrait être hyper intéressant. Si vous aimez le surf, pour le surfeur, il y a plein de surf là-bas aussi, mais il fait froid l'eau par contre. Ah ouais, non, ici, l'Atlantique, c'est comme une piscine pour moi. Vraiment. Et puis le Méditerranée, c'est spa. Ça, c'est autre niveau. Donc, ouais, je dirais de la nature en Nouvelle-Zélande et aussi essayer de voir un peu ce côté culturel qu'on n'a pas en Europe. Et aussi, si possible, visiter d'autres pays du Pacifique parce que c'est si loin. Donc, ça vaut la peine de vraiment poser vos grosses vacances là et faire un voyage de la vie. Oui, j'imagine. Ouais. Waouh, c'est super beau, ça nous donne vraiment envie d'y être. À t'entendre décrire tous ces paysages et tout ce qu'il y a à faire, ça fait vraiment envie. C'est vraiment beau, tout ce côté tranquillité aussi que tu nous décris, ces grandes étendues où on peut profiter des paysages avec un certain isolement. Je sais que beaucoup aiment et recherchent, quand ils voyagent, ce côté pouvoir profiter de ce que l'endroit où ils sont leur offre en étant seul avec les éléments, seul avec la nature. C'est super beau, ça fait vraiment envie. À côté de ça, il y en a qui aiment bien aussi voyager pour tout l'aspect du coup culturel, mais aussi notamment au niveau de la nourriture. Est-ce qu'il y a quelque chose, une spécialité locale que tu pourrais nous conseiller? Ok, là je dirais que en général, moi quand je suis en Nouvelle-Zélande, je mange pas spécialement néo-zélandais. On a un peu de tout. Et la cuisine, je dirais néo-zélandaise, européenne, c'est pas ouf. Pardon, mais c'est pas ouf. Et, Oui. mais moi, comme je parlais de ma ville, nous on a la cuisine du monde. De chaque coin du monde, on a dans une ville. Donc pour moi, manger de l'indien, chinois, mais vraiment de qualité, c'est magnifique. La variété qu'on peut avoir en Nouvelle-Zélande par rapport à Bordeaux, ouais, et en plus, c'est authentique. Et je trouve qu'ici, il y a plein de petits trucs asiatiques maintenant, mais finalement, c'est juste un bol de riz avec des garnitures différentes, donc il y a quelque chose un peu perdu dans ça. Par contre, là-bas, parce qu'on a des populations, des gens des pays différents, pour soutenir un vrai marché local de leur cuisine. Et nous, tout le monde en profite, c'est magnifique. Aussi, les Maoris, bien sûr, ils ont leur façon de préparer à manger. Ils font une sorte de four souterrain où ils chauffent les pierres et après mettre la nourriture dedans. Et ça se cuisine comme ça, un peu. Et ça s'appelle hangi. Et donc ça, c'est très bien, mais c'est avec de la viande, des légumes. Et ça, c'est vraiment un moment normalement convivial. Parce qu'on peut faire ça
dans la terre et puis ça dépend de l'occasion, mais il y a normalement du monde invité. Donc ça c'est cool aussi, ça c'est très unique. Oui, j'imagine que c'est pas juste un repas, c'est toute une expérience aussi Exactement. Que tu partages avec les gens autour. Ça doit être vraiment quelque chose à vivre, quoi. Exactement. Ok. Pour nous, parce qu'on a presque tout qui est viande, on a importé. Donc peut-être pour ceux qui aiment les fruits de mer, le poisson, il y a plus de choix. Par exemple, on a des huîtres de l'île Sud qui sont vraiment costauds. Hein. Les huîtres du bassin d'Arcachon sont très fins, très élégants. Là, les huîtres de l'île Sud, déjà, ils sont pas très transparents. Ils sont énormes. Et moi, désolé, moi, j'aime pas trop. En fait, donc, si vous aimez vraiment les fruits de mer costauds, Nouvelle-Zélande, c'est pour vous. Mais moi, j'aime pas trop. Oui, je comprends. Oui, ouais. Je comprends. Moi, déjà, les fruits de mer d'ici, je suis pas vraiment fan. Donc, je peux comprendre que ça doit être aussi quelque chose. Mais effectivement, il y en a pour qui ça doit être très bon. Et c'est vraiment chouette que cet aspect cosmopolite dont tu nous parlais à Auckland se traduise aussi, du coup, par la nourriture. J'imagine qu'il n'y a pas que ce côté-là. Mais ça doit permettre vraiment de pouvoir goûter à plein de cultures différentes. Et du coup, ça doit vraiment permettre de pouvoir garder les papilles bien ouvertes. Donc, ça fait plaisir, c'est chouette. Alors, du coup, pour conclure, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait aller visiter la Nouvelle-Zélande pour la première fois, alors tu nous as déjà un peu parlé de tout ça en nous disant notamment d'en profiter pour aussi aller visiter d'autres pays autour. Mais quel autre conseil tu pourrais nous donner pour organiser au mieux la première visite de la Nouvelle-Zélande, par exemple ? Pour moi, je dirais que c'est trouver l'équilibre entre avoir un itinéraire préparé, mais aussi être ouverte à juste conduire quelque part, trouver logement et juste profiter du paysage. Donc un peu d'organisation, mais en même temps, parce que c'est très facile de gaspiller le temps là-bas aussi. Mais moi, j'imagine que les gens qui veulent juste visiter, ils ne peuvent pas rester trop longtemps. Donc il faut planifier, mais être ouverte, être chill aussi, à faire ce qu'il arrive ce jour-là un peu. Ouais. Et ne pas sous-estimer le budget, préparer le budget. Ça va pour nous avec l'euro, parce que je pense qu'à ce moment, quand j'ai regardé, c'est $2 pour 1 euro à peu près. Donc c'est très bien pour nous, mais ça veut dire que là-bas, les prix sont très 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 élevés, surtout pour la nourriture. Donc c'est juste à faire attention. Et côté économique là-bas, oui, c'est un très bon pays, c'est stable, mais c'est vrai que pour les habitants, aussi le logement, il y a des soucis, les logements sont mal isolés. Donc ici, ceux qui sont en DPE, F, ça se comprend, mais ici on est peut-être habitué au chauffage central ou un peu plus de confort, même avec les choses basiques ici. Par contre là-bas, c'est vrai que surtout depuis le Covid, comme partout dans le monde, la situation c'est pas très facile là-bas, donc il faut juste faire attention avec la qualité des choses qui sont disponibles, de logement, et aussi le budget qu'il faut. Par exemple, on peut prendre l'exemple, je sais pas, mais tomates cerises. Ici, il y a la petite barquette pour 1 euro qui se vend partout. Là, je suis entrée cet été, j'ai vu une barquette de 250 grammes pour 7, 8, $12. Et tu ne divises pas par 2 pour avoir 1 euro et c'est lunaire. Eh oui. Donc, oui, on est il pas faut habitué, faire attention à manger en saison ou peut-être pas trop manger dehors ou trouver cet équilibre. Planifier un peu parce que c'est cher, mais sinon ça peut être super bien. Ouais, d'accord. Donc toute la clé se trouve dans le fait d'être prêt à se laisser aussi porter par les événements sur place tout en ayant quand même un peu organisé. Ok, chouette. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur ce beau pays. Il nous tarde de pouvoir t'entendre à nouveau. Et puis en attendant la prochaine fois, je te dis à plus. À plus, merci. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez appris davantage sur la Nouvelle-Zélande. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cet épisode sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube, à le partager autour de vous pour aider la chaîne à grandir, et à laisser un commentaire pour me faire un petit retour. Merci infiniment pour votre écoute fidèle. En ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine fois. Alors à plus. Ciao!